Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job, on parle des jeunes et leur contrat de travail. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement ces jeunes? On va essayer d'en savoir plus avec Jasmine Manet, elle est directrice générale de Youth Forever. Elle est notre invitée. Le cercle RH, l'IA, l'intelligence artificielle générative, je précise, et l'emploi, plus de destruction que de création. C'est une question que vous vous posez dans certains secteurs d'activité. Je pense en particulier à la communication, mais pas seulement. On fera le point avec trois experts, Mathieu Nebra, Djilali Mazouz et Béatrice Arras. Ils vont nous éclairer sur cette question angoissante. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Pas sexy, les ETI. Oui, c'est le titre choisi par Julien Breuil. Il est responsable des relations entreprises à EDC Business School. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des jeunes, pour les ausculter en quelque sorte, pour savoir quelle est leur relation à la fois au travail, mais aussi à leur contrat de travail. Jasmine Manet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice générale de Youth Forever, association Loi 1901, fondée par Emmanuel Duez, et qui intervient sur un triptyque autour des jeunes, transition, transformation et jeunesse. C'est le triptyque. Et vous adressez aujourd'hui notamment cette question sur les jeunes et, je dirais, le contrat de travail. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un contrat de travail, les jeunes? C'est une très bonne question. Ils y tiennent? D'ailleurs, notre point de départ, donc Youth Forever, on est formateur de jeunesse et d'employeurs, mais on est aussi observatoire. Donc on produit des études régulièrement sur le rapport au travail des jeunes ou des générations. Et on sonde un petit peu le pouls dans nos ateliers, dans nos différentes rencontres de chercheurs, etc. Quel est le sujet qu'on a envie de décortiquer aujourd'hui? Et j'ai été assez interpellée de l'occurrence de jeunes qui nous demandaient d'être formés sur la lecture d'une fiche de paye, sur le CDI, pas le CDI, un peu dans une sorte de prudence, je ne veux pas me faire avoir. Il y a de jeunes de 18 ans qui nous disent on veut une formation au droit du travail, dans des ateliers qu'on a animés pour différentes instances. Ça, c'est intéressant. Ça m'a interpellée. Ouais. Et on est allé voir ensuite ce que disaient les études sur le rapport sur les contrats qui étaient attendus. Et il y a un mythe qui émergeait de fin du CDI. Oui, c'est vrai, on l'a entendu. On l'entend toujours. Alors que les chiffres montrent le contraire. C'est que dans les études, notamment je pense à une de Mazars de 2022, 79% des jeunes interrogés disent qu'ils veulent un CDI, ce qui est énorme. Et quand on regarde les chiffres de l'autre côté, je me penche sur mes anti-sèches, mais dans les actifs de 15-24 ans aujourd'hui, il n'y en a que 41,2% qui ont un CDI. Le reste, on est des contrats plus précaires, en alternance, etc. Mais Jasmine, vous nous dites, contrairement aux apparences, le jeune n'est pas un foufou, il cherche de la protection. Le CDI, pour lui, c'est une forme de protection. Il démarre sa vie avec un pilier. En fait, il cherche plus que veut dire le CDI, enfin le statut du CDI. Le CDI est plutôt un moyen. C'est un système de garantie. Pour avoir un logement aujourd'hui, on cherche un CDI pour avoir un prêt, pour avoir toutes sortes de garanties. Le CDI, en fait, est recherché pour non pas ce qu'il représente, mais ce qu'il permet. Et c'est là où se complexifie un petit peu la lecture. Ouais. C'est que derrière, c'est plus le contrat qui compte en tant que tel. En effet, c'est ce qu'il regroupe, ce qu'il véhicule. En l'occurrence, d'après, on va regarder la rémunération, qui reste le premier critère dans une recherche d'emploi. Un classique. Un classique, mais qui ne démord pas. Ouais. On va regarder les avantages associés. On a beaucoup entendu parler, nous, des garanties logement, de l'accès à la propriété, etc. On va regarder les avantages, le partage de la valeur et la notion d'impact et d'apprentissage. Comment on peut les intégrer dans le contrat. Et en l'occurrence, nous, notre enquête, ça a été de faire l'état des lieux de quelles innovations existaient sur chacune des clauses d'un contrat, mais aussi de décortiquer, quand on parle de transformation d'entreprise, quel contrat le permettrait au mieux pour embarquer dans des trajectoires de temps long. Il y a, parmi la liste que vous avez citée, donc c'est le salaire en 1, mais le rapport de subordination, parce qu'il y a le rapport à l'autorité chez les jeunes. Bien sûr. Là aussi, on est peut-être dans du mythe. Déjà, vous tordez le cou à l'idée qu'ils ne sont pas partis tous à créer leur boîte, ils veulent un CDI. Est-ce qu'ils acceptent ce rapport de subordination qui est intimement lié au contrat de travail? Ce qui est clair, c'est que
le socle du droit du travail, donc le lien de subordination, est largement remis en question, d'autant plus que, comme je le disais, beaucoup d'entre eux n'ont pas ces contrats-là. Et que l'émergence d'être indépendant, l'entrepreneuriat a un petit peu rebattu les cartes dans le rapport de force, d'autant plus dans un contexte donc plus ou moins distordu le rapport de subordination. Complètement. Et surtout à créer un débat de ce qu'il est anachronique ou pas. Est-ce que le parti pris, le donnant-donnant, est-ce qu'on est toujours gagnant-gagnant dans cette affaire? Et c'est là, exactement. Et les chercheurs, et notamment les sociologues et les juristes, posent beaucoup la question de la pertinence de ce lien de subordination, d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit que les gens multiplient les contrats. Et donc, si d'un côté, je suis indépendant à mon compte en communication, et puis dans une équipe de communication pour un grand groupe, en fait, il y a une sorte de porosité entre mes activités qui crée un vrai débat. Et même une attitude très différente, parce qu'on est à la fois entrepreneur, donc finalement très libre et très, très horizontal, et on est moins dans la verticalité. Un mot avant de nous quitter, Jasmine, c'est passionnant, la pause chez les jeunes, parce qu'on a vu beaucoup de jeunes qui disent, bon, moi j'ai envie de bosser, je prends un CDI, mais en même temps j'ai aussi envie de partir en Amérique du Sud. Vrai ou pas vrai? Déjà, c'est plutôt pas vrai. Pour l'Amérique du Sud ou pour l'Amérique du Sud. En fait, ce qu'on observe, c'est la volonté de sortir d'une notion d'exclusivité, de non-concurrence et de pouvoir cumuler en fait les activités, rémunérées ou non. Et en fait, c'est un mix de sécurité et d'autonomie ou de flexibilité. Il faut trouver le bon curseur pour chacun, mais c'est souvent beaucoup plus dans une intention de pouvoir adapter dans un parcours de vie, de pouvoir le modifier, de rendre dynamique en fait ce contrat qui est très statique. La flexibilité. Flexibilité et liberté et sécurité, mine de rien, il faut un coussin pour se rattraper. Moi qui suis un vieux monsieur, c'est un peu le paradoxe des jeunes. C'est-à-dire qu'à la fois, ils veulent de la protection et de la liberté. Et c'est parfois contradictoire. Et d'ailleurs, on ne l'entend pas que chez les jeunes. On ne l'entend pas que chez les jeunes, mais est-ce que c'est plus fort chez les jeunes quand même, cette idée-là? C'est plus non négociable. Au sens ça, c'est vraiment c'est la ligne rouge. Ouais, et puis en fait, ils ne comprennent pas qu'on ne puisse pas faire autrement. Il y a une notion de c'est normal. C'est normal parce que c'est la réalité de l'emploi comme ils le perçoivent aujourd'hui. C'est cette notion de ne pas vouloir se faire avoir aussi qui revient beaucoup, de prendre ses responsabilités. Il nous reste 15 secondes et donc un rapport à l'engagement un peu différent de nos aînés peut-être. Et d'autant plus dans l'actualité, mais je pense le plus important aujourd'hui pour des employeurs, c'est de cultiver ce sur-mesure et d'adapter les parcours tout en recréant une notion de collectif au travail. C'est d'ailleurs le plaidoyer de toute mon enquête sur la fin. Je pense qu'on manque beaucoup aujourd'hui et qu'il va falloir travailler dans cette personnalisation-là. C'est passionnant et ce qui ressemble quand même pour les RH qui nous regardent à un petit casse-tête parce qu'il faut individualiser tout en gardant le collectif. Donc voilà, on vous laisse un petit peu résoudre le Rubik's Cube et on se revoit juste après. Merci Jasmine Manet d'être venue nous rendre visite, c'était passionnant. Allez voir, c'est une étude issue de l'Observatoire, on est bien d'accord? C'est ça, en libre accès sur notre site. Et donc en libre accès chez Youth Forever, je pense l'avoir bien prononcé. Parfait. Et vous êtes la directrice générale de cette association qui fait plein de choses autour de la jeunesse. On tourne une page, le cercle RH. Tiens, l'IA et les jeunes, oui, mais l'IA et l'emploi. Tiens, on en parle avec nos experts. Le cercle RH est un débat passionnant, un débat qui nous traverse tous, la place de l'intelligence artificielle versus l'emploi. Est-ce que cela va supprimer des emplois? Est-ce que ça va en créer de nouveaux? Est-ce que c'est une technologie qui va détruire le travail? C'est un peu le sujet posé dans ce débat. 3 invités, alors, je ne sais pas s'ils vont tous être d'accord d'ailleurs sur le sujet et la place de l'IA. Béatrice Arras, ravie de vous accueillir, directrice générale France de Lincoln. Et vous avez, vous, une vision très positive, on y reviendra, de l'IA générative, c'est bien cela? Tout à fait. Lincoln, qu'est-ce que vous faites en quelques mots? Donc, cabinet de recrutement, de conseil en ressources humaines, on intervient dans 3 domaines, le recrutement, donc recrutement de cadres dirigeants, une activité de management de transition et également une activité de leadership advisory, puisqu'on accompagne également nos talents sur du coaching, de l'assessment, de la formation et de l'outplacement, avec une présence française et on est également présent à l'international. Bon, ça c'est un pitch extrêmement carré, hein. Ça a été travaillé. Mathieu Nebra, ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, vous êtes le cofondateur d'Open Classrooms. Tout à fait. Parce qu'il y en a plusieurs, vous êtes dans le métier de l'éducation et de disrupter l'éducation. C'est ça grâce au numérique. On dira ça, formation en ligne en tout cas, sur les nouveaux métiers du numérique, les métiers qui se transforment, aussi bien en alternance qu'à temps plein. Et avec nous, Djilali Mazouz. Bonjour Djilali, ravi de vous accueillir, avocat en droit du travail. Alors je ne sais pas s'il y a encore une jurisprudence sur l'IA générative, parce qu'il y a un débat aujourd'hui sur la place de l'IA avec les collaborateurs. Mais d'abord, un mot, je me tourne vers vous, parce que
vous portez finalement cette innovation à travers même Open Classroom, l'idée que le numérique peut nous permettre de nous transformer, de grandir, de changer de métier. Est-ce que vous-même, vous êtes inquiet? Est-ce que vous dites aujourd'hui, moi-même, je suis en train de faire pivoter mon modèle parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître qu'on ne connaît peut-être même pas encore? Je dirais que l'IA, c'est qu'une accélération parmi d'autres qui étaient déjà existantes. En réalité, nos métiers, les métiers du numérique étaient déjà en train d'évoluer à toute vitesse. L'IA va impacter les métiers du numérique et beaucoup d'autres métiers intellectuels très rapidement, et elle le fait de plus en plus. Donc pour nous, c'est business as usual, mais encore plus rapide, j'ai envie de dire. Je m'adresse aux spécialistes en droit du travail et puis je vous donnerai la parole, mais on dit que les avocats, les notaires, c'est-à-dire, c'est un sujet de fond, quand l'industrie, le monde paysan est passé dans l'industrie, c'est des métiers assez peu qualifiés. Là, aujourd'hui, on voit que les métiers qualifiés sont impactés. Est-ce qu'il y a, chez vous, en tant que praticien, il y a de l'inquiétude? Vous dites, mon métier, en soi, est impacté. Alors, de l'inquiétude, il n'y en a pas beaucoup, il y a plutôt de l'enthousiasme, et je dirais même un enthousiasme peut-être à modérer, à encadrer un peu. Il y a un enthousiasme parce que la technologie fait rêver et on se dit qu'on pourra faire plus rapidement, comme vous le disiez à l'instant, mieux et donc beaucoup plus de choses. C'est ça l'idée. C'est que cet outil nous permettra de faire plus rapidement, mieux et beaucoup plus. C'est-à-dire qu'un cabinet est capable de traiter un volume plus important grâce à l'IA notamment. Donc ça veut dire, juste pour être concret, vous avez un client que vous recevez en droit du travail, il vous pose une question. Quand on pose cette question, l'IA peut très bien réussir à trouver une formule. Vous allez apporter une valeur ajoutée et vous allez plugger votre intelligence sur déjà quelque chose d'existant. C'est un peu ça l'idée quand même. Oui. Un exemple très concret, ce ne sera peut-être pas utilisé pour une question-réponse avec un client, mais plutôt sur un projet. Si un client envisage d'acheter une entreprise ou un groupe d'entreprises, il y a une phase qu'on appelle de due diligence qui consiste à étudier ce qu'il y a sous le capot. Cette étude de ce qu'il y a sous le capot, il y a de l'analyse fine, mais il y a aussi, je dirais, de l'industriel à faire, à dégrossir. Donc il y a des tas de choses que l'intelligence artificielle peut décrypter dans un contrat, par exemple. Béatrice Arras, vous vous situez comment? On a compris que vous aviez vraiment toute une chaîne autour de votre action, autour du recrutement, de la formation. Inquiétude et je dirais réflexion aussi sur les nouveaux métiers, parce que quelque part, il faut aussi anticiper tout cela. Complètement. Et alors, vous le soulignez, on a une position très positive chez Lincoln par rapport à l'IA. Et alors, finalement, l'IA est venue nous confirmer notre vision de notre métier. On fait du conseil en ressources humaines. L'humain est au cœur de notre métier et nous sommes en contact avec des talents tout au long de la journée. Finalement, ça fait déjà un certain moment que nous sommes éloignés de l'aspect très contractuel de notre métier, de conseil en recrutement, pour aller vraiment vers une logique d'accompagnement et d'agent de talent. Et on a déjà, donc, depuis un certain temps, intégrer de l'IA dans nos process. Et donc, nous, l'IA, finalement, on avait un double enjeu, à la fois vis-à-vis de l'interne, c'est comment améliorer, puisque nous, on est finalement dans un travail augmenté ou avec une partie qualitative renforcée dans notre métier, comment amener de l'IA pour faire gagner du temps à nos consultants, à nos agents de talent pour qu'ils puissent... On appelle ça de la productivité. C'est de la productivité, mais c'est aussi ce gain en productivité, c'est donner du temps pour faire la partie très qualitative et surtout que l'on aime en tant qu'agent de talent, s'occuper de nos talents. Et donc pour l'illustrer, on a créé un outil de matching qui nous permet à la fois, donc c'est un outil de matching basé sur donc un algorithme sur du machine learning et de l'IA, et ce qui nous permet, c'est un double avantage, on va écarter les biais cognitifs, c'est qu'on va faire matcher une opportunité avec des compétences, des hard skills, un secteur d'activité. L'IA peut avoir des biais aussi. Il y a eu quelques biais en IA. C'est pas Dieu quand même. Bien sûr. Et néanmoins, sur cet aspect, sourcing de notre métier, ça nous enlève quand même, ça nous écarte des biais. Comme pour les avocats finalement. Exactement. Ça déblaye une partie du travail. Et ça nous permet vraiment aussi de répondre à une promesse qu'on fait à nos talents. C'est que ces talents que l'on rencontre qui sont dans notre base de données, on leur promet de les accompagner dans la durée. Grâce à cette IA et d'aller rechercher leurs compétences dans notre base de données, on revient vers eux avec de nouvelles opportunités. Intelligence artificielle, y aura-t-il suffisamment de travail pour tout le monde dans quelques années? C'est une tribune écrite dans Le Monde par un économiste qui nous explique depuis Alfred Sauvy, du monde agricole jusqu'au monde industriel, en allant jusqu'à cette ère quaternaire, puisqu'il explique que c'est l'ère quaternaire. Est-ce que chez vous, cette question-là, elle est posée? C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de productivité, et puis il y a aussi un ROI. Il faut se poser la question, est-ce que vous, chef d'entreprise, vous réussissez à dégager plus grâce à l'IA, ou est-ce qu'on est aujourd'hui dans une phase où l'IA ne fait pas gagner d'argent? Il fait gagner du temps, mais il ne fait pas encore gagner d'argent.
C'est une bonne question. On l'a observé déjà sur plusieurs métiers, et pas seulement les métiers techniques d'ailleurs, qu'on avait pu gagner du temps et qu'on avait pu gagner en efficacité. Mais je l'entendais dire, et c'est important de le rappeler, on ne peut pas mettre une IA en autopilote. Il faut connaître les usages derrière. Et si vous laissez l'algorithme tourner et vous n'avez pas de vérification humaine, vous n'avez pas un minimum de contrôle, vous allez au-devant de graves problèmes. On l'a vu, il y a par exemple des avocats aux États-Unis qui avaient inventer des jurisprudences grâce à ChatGPT, le truc a fait le tour du monde. Ça, c'est l'IA en autopilote, on ne fait pas attention. Donc c'est là où l'intelligence humaine vient jouer son rôle. Mais chaque métier tel qu'on le connaît aujourd'hui est déjà impacté par l'IA. Et donc on a mis à jour nos formations chez Open Classrooms pour utiliser l'IA sur 20-30% des compétences qui sont affectées. Et ça change tous les ans ou tous les 6 mois. Et donc on doit continuer à se mettre à jour. Mathieu, si je vous entends bien, et peut-être que c'est le même sujet chez les avocats, ce n'est pas peut-être uniquement des métiers qui vont disparaître, mais des blocs, des morceaux de métiers. Je pense plutôt à ça. Je pense honnêtement plutôt à ça, bien sûr. Et ce temps libéré, d'ailleurs, permet de faire des choses à plus haute valeur ajoutée que jusqu'ici on n'imaginait même pas, parce qu'on n'avait pas le temps de le faire. En tant qu'avocat, par exemple, peut-être vous passez du temps à trier des documents, mais que faites-vous de ce temps libéré? Est-ce que vous ne faites plus rien, vous n'avez plus de travail, ou au contraire, vous trouvez de nouvelles opportunités? Moi, je crois fondamentalement en ça. C'est des choses qu'on ne voyait même pas et qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire grâce au temps libéré aussi par l'IA. Cet économiste, je ne l'ai pas cité, Bertrand Roudot, dans les colonnes du Monde, qui dit le nombre d'emplois amenés à disparaître sera beaucoup plus important que les nouveaux emplois très haut de gamme qui vont chercher à incorporer de l'IA dans les processus de fabrication, parce que c'est un peu le sujet que l'on a. Chacun essaie d'incorporer de l'IA dans ses process. C'est une source d'inquiétude, ou est-ce que vous dites, de toute façon, c'est la marche de l'histoire, au même titre qu'on a traversé l'ère industrielle, l'ère numérique, il faut aussi traverser cette nouvelle ère? Je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire qu'on est sur un temps progressif, les choses ne se font pas de manière immédiate, on est sur du temps long et sur de la progressivité. Il en est de même. Il y a de l'inquiétude nécessairement, puisque c'est l'inconnu, donc il y a toute une fantasmagorie qui s'installe. Je suis d'accord. On va devoir licencier 80% de la ressource humaine et de l'IH, l'intelligence humaine, pour la remplacer par l'IA. Qui crée des angoisses terribles. Les études, notamment celles de l'Organisation internationale du travail, amènent à pondérer des jugements par trop inquiets, notamment parce qu'ils constatent que l'IA, plus qu'elle ne supprime de postes, complète, modifie les postes existants. Donc c'est peut-être qu'une phase intermédiaire et que la prochaine, ce sera peut-être de découper dans l'entreprise. Donc d'un mot, le recrutement, enfin, c'est le même sujet que vous avez, Mathieu. Chez vous, le recrutement doit aussi se faire et en tout cas être accompagné ou plugué par un homme. Parce que moi, je vous le dis, me faire recruter par une IA m'inquiète profondément. Mais peut-être, je ne suis pas moderne et je suis un vieux monsieur, mais concrètement... J'ai besoin de parler à quelqu'un quand même. Bien sûr, vraiment l'IA est là au service du consultant, de la personne qui va vous aider à trouver votre futur emploi. Mais derrière, il y a effectivement un agent de talent qui est très expert et qui, parce qu'il va avoir plus de temps, sera encore plus expert de son secteur et pourra être là pour animer sa communauté. L'IA n'est qu'au service de cela, de cette vision-là. Mais on gagne de l'argent parce que personne ne m'a répondu. Moi, j'ai eu plusieurs RH lors de conférences, de colloques que j'ai pu animer de très grandes entreprises du CAC qui vous disent aujourd'hui, nous, on est au milieu du guet. On a investi beaucoup. On ne sait pas si on gagne. C'est peut-être vos clients qui vous disent ça, mais personne ne sait réellement. On a bien compris que c'était un super outil, très rapide, très puissant. On est tous d'accord. Mais est-ce qu'on gagne de l'argent avec cela? Écoutez, on va gagner la même chose plus rapidement. Donc, d'une certaine manière, on gagne un peu plus. Ouais. On sort plutôt du boulot, quoi. Oui, mais pour véritablement gagner, ça pose la question de... l'investissement de base. De l'investissement et en face de l'investissement, de ce que ça produit et peut-être de la découpe dans les ressources humaines pour faire monter mécaniquement une profitabilité plus importante. Donc ça, c'est une question qui j'entends bien vos arguments, vous accélérez, vous améliorez, enfin vous faites des talents, donc j'imagine que ces talents, ils ont envie de parler à des humains. On le mesure aussi, c'est vrai que nous, cette automatisation et cette introduction de l'IA, c'est de l'investissement d'un côté, c'est un gain de productivité puisqu'on estime à peu près à 30% le temps gagné pour s'occuper de nos talents. C'est difficile aujourd'hui de dire quelle est la rentabilité financière derrière. Donc personne ne le sait. Il nous faut encore un petit peu de temps. Et puis derrière cela, il y a aussi une logique de formation. C'est que l'IA qui s'intègre dans nos process, ça nécessite derrière de former sur des compétences techniques, sur des compétences de soft skills également qui sont très importantes. Chez vous, en formation, excusez-moi Mathieu, mais les gens vous plébiscitent ou vous sollicitent en vous disant on veut se former, on veut comprendre, on veut ouvrir le capot aussi? Oui, et pour réagir avec amusement à ce que vous disiez juste avant, comment gagner de l'argent avec l'IA, vendez des formations sur l'IA.
l'IA. Tout le monde vous en demandera aujourd'hui. Mais ça, c'est court-termiste. Le sujet est évidemment de former à différents niveaux les collaborateurs. Il y a un socle de base, c'est l'IA me fait peur, qu'est-ce que c'est, en quoi ça m'impacte. Ça, on a un cours public gratuit qui s'appelle Objectif IA, qui sert à ça, qui est très bien fait et qui prend quelques heures à peine. Mais après, il y a des applications pratiques dans le monde du travail. On a un cours sur ChatGPT, mise en pratique, concrète, parce qu'en fait, c'est une boîte à outils géante. Comment est-ce qu'on le met en place? Et ensuite, c'est par métier. Si vous êtes dans le métier d'avocat ou de recruteur, en fait, vous avez des usages différents, vous avez des bénéfices différents, il faut savoir les exploiter, c'est évident. Un mot collectif, parce que c'est vrai dans vos cabinets, c'est vrai dans votre entreprise, vous êtes à la tête d'entreprise, il faut aussi que les collaborateurs s'emparent de l'outil et on voit déjà, indépendamment du niveau technologique ou de compréhension, il y a des collaborateurs qui ne s'emparent pas de l'outil. C'est pas si simple. Je ne parle pas de l'enjeu technologique, il y a des gens qui disent je ne veux pas jouer avec ça. Vous le ressentez ça ou pas? Ou alors on joue toute la journée avec. Ouais, les deux principaux écueils, c'est exactement ça. Il y a à la fois le collaborateur qui n'y touche pas, et qui se met donc en retrait du courant, et il y a celui qui en use et qui en abuse. C'est ça. Pour reprendre l'exemple que vous donniez tout à l'heure de cet avocat américain qui, dans un dossier effectivement contre une compagnie aérienne, réparation de préjudice, se retrouve avec son dossier, son mémoire, à citer des tas de jurisprudences qu'il avait trouvées chez ChatGPT avec des références qui étaient fictives. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'on y met. C'est l'algorithme, bien évidemment. Mais c'est également ce qu'on met... La nourriture qu'on lui donne. La nourriture qu'on lui donne. Et si on lui donne de la nourriture qui n'est pas saine, la substance qu'il va produire pourra difficilement faire des miracles. Mais en l'occurrence, c'est l'algorithme tel qu'il est conçu, qui n'est pas conçu pour donner la vérité, il est conçu pour donner des phrases qui ressemblent à la vérité. Absolument. Donc ici, c'est un manque de formation de l'avocat en question sur comment utiliser correctement ChatGPT et consorts. Le fait qu'on s'accapare ou pas, ou qu'on s'approprie, comment ça se passe? Vous avez des clients, vos talents vous disent, attendez, j'ai été sélectionné sur un IA. Enfin, moi, je pose beaucoup de questions sur ce sujet. J'ai envie de savoir comment on vous pose la question ou pas? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude ou les gens disent après tout, oui, c'est très bien? Il n'y a pas d'inquiétude de la part de nos talents puisque le contact humain reste primordial et essentiel. Donc finalement, le talent qu'on va recruter, on a accéléré son identification et on a optimisé la phase sourcing, mais... Vous vérifiez s'il a été formé en IA Non, parce que souvent, le recruteur vous dit, mais il a quelques formations, c'est un nouveau critère. L'enjeu pour se rencontrer, c'est plus tellement le diplôme aujourd'hui, ce sont les compétences. Ce qu'on appelle le recrutement par compétences et la formation par compétences. L'IA peut effectivement aider à faire le match entre les deux, plus finement qu'avant. C'est un très bel outil. Plus finement qu'avant. De nous aider à sortir vraiment d'être out of the box, et justement, je reviens sur ces biais cognitifs qui sont quand même écartés. Oui, sauf pour Amazon, vous c'est au tout début, mais qui faisait des recrutements où il s'était trompé et il ne recrutait jamais des personnes de couleur, me semble-t-il, qui est un vrai sujet. Vous avez vu des hommes plutôt que des femmes. Exactement. Et vous avez vu que Apple est en train d'accélérer sur Siri, inventeur français qui était, on ne le dit jamais assez, mais qui était l'ancêtre de l'IA générative. Donc pas d'inquiétude chez vous et vos clients, vous les rencontrez. Ils vous parlent de ce sujet, du ROI, du calcul entre je vais supprimer des emplois parce que je vais réussir à mettre de l'IA. Est-ce qu'ils font ce calcul comme ça? Et ils le font de manière sarcastique, un petit peu ironique et un peu circonspecte parce qu'ils vous disent, mais avec l'IA, je vais pouvoir répondre à la moitié des questions que je me pose. Et là, il va falloir les éduquer en leur disant, mais attention, parce que l'exemple de cet avocat américain, la qualité de ce qu'on met, la qualité de l'algorithme, la qualité des questions qu'on pose, tout ça est dangereux. L'IA ne peut pas être manipulée par n'importe qui. Merci de nous avoir éclairés. On n'a pas réglé le sujet parce que c'est un sujet qui est vraiment devant nous. Il n'est pas derrière, il est vraiment devant nous. Et on va le suivre de très près sur le plateau de Smart Job. Merci à vous, Béatrice Arras, directrice générale France de Lincoln. Merci à Mathieu Nebra, cofondateur d'Open Classrooms. Et merci à Djilali Mazouz, avocat en droit du travail, spécialiste de ces questions. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page et on donne la parole à Julien Breuil, Fenêtre sur l'emploi, avec ce titre incroyable. Et nos ETI, elles ne sont pas sexy. On l'accueille tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour parler des ETI. Sont-elles sexy, nos ETI? On en parle avec Julien Breuil. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Julien, responsable relations entreprises chez EDC Business School, qui est une très belle école. Les chiffres, d'ailleurs, viennent d'une étude EDC IFOP, donc c'est chez vous. On le sait, les ETI, c'est un véritable poumon économique qui est vraiment en manque d'attractivité. Elles ne font plus ou pas rêver, les ETI?
Alors c'est difficile de l'affirmer aussi distinctement. Après, ce qu'on mesure, c'est qu'effectivement, il faut rappeler comment se situent les ETI. Déjà, qu'est-ce que veut dire une ETI, entreprise de taille intermédiaire? C'est vrai qu'on s'aperçoit de manière très intuitive que les cadres, les salariés, tout le monde connaît bien les TPE, les PME, les grands groupes. Puis quand on parle d'ETI, on a toujours un petit peu de difficulté. Et c'est vrai que dans l'enquête qu'on a pu mener, la première question à laquelle on a voulu répondre, finalement, c'est quelle est l'image des ETI ou quelle est la notoriété des ETI vis-à-vis d'un certain public. Et en fait, on s'aperçoit que ce soit vis-à-vis des RH ou que ce soit vis-à-vis des cadres, puisqu'on avait fait une enquête à effet miroir pour voir la perception que pouvaient avoir les RH, d'ailleurs, qui travaillent dans des entreprises de plus de 250 salariés et les cadres, de manière plus générale, il y a effectivement une faible image ou une faible notoriété. 50% des RH, qui pourtant travaillent dans des entreprises de plus de 250 salariés, n'ont pas d'idée précise de ce que c'est une ETI. Et lorsqu'on pousse un tout petit peu plus loin, d'ailleurs, pour leur poser la question à ceux qui savent à peu près ce que c'est, quelle est la définition que vous en donneriez à partir du moment où en plus on la pousse, ils ont un peu de mal à la définir, sachant qu'une ETI est une entreprise de plus de 250 salariés à 1999, mais en plus qui a un chiffre d'affaires, qui ne doit pas dépasser 1,5 milliard. Donc c'est en même temps un peu complexe. Avec souvent des entreprises capital familial, Exactement. industrielles, qui ont des typologies Exactement. particulières. Donc, difficulté, je dirais, de notoriété, d'exposition. Et puis, il y a un débat sur la stratégie RH, puisque c'est notre émission. Oui. Et ça aussi, il faut l'optimiser. C'est aussi la marque employeur. C'est la visibilité pour recruter. Il y a deux choses qu'on a notées dans l'étude. La première, c'est effectivement, on voit bien que les ETI ont quand même des marqueurs forts. Mais tout à l'heure, je parlais des PME et des grands groupes. On voit bien que je ne dirais pas que les ETI sont entre le marteau et l'enclume, mais quelque part, elles ont les forces de leurs atouts et les faiblesses de leurs atouts et les atouts de leurs faiblesses. C'est-à-dire que d'un côté, quand on pose la question au RH, ils nous disent à 46%, les perspectives de carrière sont intéressantes. Il y a une qualité des relations humaines à 36%. Les cadres, eux, nous disent qu'il y a des circuits de décision qui sont assez courts. Et dans le même temps, quand on leur pose la question quels sont les principaux défauts, on nous dit qu'il n'y a parfois pas assez de perspectives de carrière, notamment pour les cadres, et parfois la chaîne est un peu longue, parce qu'effectivement, elle est forcément plus longue que pour une PME ou une TPE. Donc on voit bien que, quelque part, il y a des atouts forts, on l'a dit quand même, malgré tout, perspectives de carrière, circuit relativement court, mais il y a des axes d'amélioration, et effectivement, il y a un élément d'ailleurs qui est assez intéressant, c'est quand on pose la question des enjeux RH pour une ETI, on nous dit qu'il y a 70% des RH qui nous disent que être une ETI, c'est un atout pour fidéliser et 68% pour attirer. Donc on voit bien que les deux enjeux sont forts. En même temps, il n'y a pas de différenciation entre l'attractivité et la fidélisation, puisque les chiffres sont exactement au même niveau. Julien, un mot sur les montées en compétences, justement, qui pour vous, et à travers votre étude IFOP DC Business School, est un enjeu crucial. Oui. C'est l'enjeu crucial. C'est clairement l'enjeu crucial. La plupart des entreprises, et a fortiori les ETI, qui sont effectivement, comme je le disais, entre les PME et les grands groupes, doivent accélérer leur transformation, souvent dans des objectifs de digitalisation. Et donc la notion des compétences est excessivement forte. Ils nous disent à 50-50 que les compétences métiers comme les compétences dites soft skills sont excessivement importantes. Et lorsqu'on creuse un tout petit peu et qu'on leur demande de manière plus spécifique à nos RH quels sont les enjeux clés, là on nous dit à 28% c'est les compétences métiers. Ensuite à 18%, l'accélération de la digitalisation quelque part, l'affinité avec le digital dans les structures. Et puis à 14%, il faut bien aller chercher des clients, donc il y a cette dynamique commerciale. Mais le premier sujet est la compétence. Et 63% des cadres, pour terminer votre étude, mettent en avant les soft skills. Exactement. comme un élément important. Et ils doivent d'ailleurs, les ETI, un peu évoluer sur ces sujets. Sur ces sujets-là. Merci Julien Breuil d'être venu avec votre étude EDC Business School IFOP. J'imagine qu'elle est en lecture libre sur votre site. Exactement. Elle est accessible, on l'a diffusée. Elle est accessible aussi sur des newsletters pour toutes les entreprises qui souhaiteraient suivre les ETI. C'est souvent de belles pépites françaises. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavi à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat. Et je remercie aujourd'hui Horace qui nous accompagnait. Et puis merci à vous pour vos messages et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.